Merci. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui. Donc ça fait longtemps que je suis vos travaux de près et c'est très bien pour moi de pouvoir discuter un peu de mes recherches avec des chercheurs plutôt basés en France. Donc moi, je suis basée en Grande-Bretagne. Là, je finis une thèse à la London School of Economics qui analyse les investissements chinois en Afrique du Nord. Donc, mes deux cas d'études, comme vous allez le voir, sont l'Égypte et l'Algérie. En termes de discipline, donc ma thèse est une discipline qui est plutôt dans la tradition du Development Economics and Political Economy, mais vu la nature du sujet, il y a bien sûr beaucoup d'éléments de relations internationales euh, voilà, qui interviennent. Donc, je suis aussi chercheur associé à l'Institut de recherche Chatham House, au think tank Chatham House à Londres, dans le département Moyen-Orient et Afrique du Nord. Voilà, où je travaille aussi sur les relations de la Chine avec le Moyen-Orient, principalement. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais commencer ma présentation. Alors, je m'excuse dès maintenant. En général, j'interviens en anglais, donc je m'excuse s'il y a pas mal d'anglicisme ou si mes phrases ne font pas sens. Euh, Vous êtes excusé d'avance. Et de toute façon, disons que nous, tout ça, ce sont des exercices qui sont bons. Voilà. Absolument, absolument, très bien. Donc, alors, ces dernières années, on a vu, et comme vous avez pu probablement l'analyser juste en lisant la presse, que les géants de la tech chinoise ont vraiment réussi à faire une percée importante sur les marchés des pays en voie de développement, et en Afrique en l'occurrence. Donc, en général, les entreprises comme Huawei et ZTE arrivent à fournir des équipements de réseau qui sont de haute qualité, parfois dans certains segments de l'activité qui sont de meilleure qualité que ce que leurs compétiteurs occidentaux ou autres compétiteurs asiatiques comme les Sud-Coréens et les Japonais en l'occurrence offrent, mais à des prix qui sont très avantageux. Donc, en général, les prix pour l'infrastructure de Huawei et ZTE peut être de 10 à 30% moins cher que la concurrence. Et parfois, c'est même plus que ça. Il y a eu des appels d'offres en Afrique, entre autres, où ZTE a débarqué avec des propositions qui étaient à 40% moins chères que la compétition. Bon, comme vous le savez ici, je vous apprends rien. Ce qui permet ces prix compétitifs pour la technologie chinoise, c'est vraiment le fait que beaucoup de ces entreprises-là, y compris ZTE et Huawei, sont subventionnées de manière très significative par l'État chinois. En plus de ça, en plus d'être subventionnés donc pour leur recherche et développement et pour leur croissance domestiquement, ces entreprises ont accès à des crédits à taux, avec des taux d'intérêt très compétitifs. Donc, c'est souvent des technologies qui sont vendues au pays d'accueil avec des plans de financement qui viennent avec. Donc, on va dire par exemple, la Tunisie veut passer de la 3G à la 4G. Elle a besoin de financement pour faire ça. C'est des infrastructures qui coûtent très cher. Donc, on parle de large scale backbone infrastructure, donc qui couvrent tout un territoire et qui sont en général très, très coûteux. Euh, Avec Huawei et ZTE, il y a aussi le financement qui vient avec, d'accord? Donc souvent, ça vient des grands financiers chinois comme la China Development Bank ou la China Exim Bank qui offrent donc à Huawei et ZTE et aussi d'autres marques de technologie chinoise des financements qui viennent avec. Donc ça rend vraiment les équipementiers chinois en TIC très très compétitifs. Alors, il y a une donnée qui revient un peu souvent dans l'étude de la présence digitale de la Chine en Afrique, c'est que de nos jours, Huawei a construit 70% du réseau 4G en Afrique. Et souvent, en fait, quand un pays construit l'infrastructure de base,
beaucoup d'entreprises préfèrent rester, beaucoup de pays plutôt préfèrent rester avec le même équipementier, parce que changer d'équipementier revient très cher. Il y a beaucoup de frais liés à ça. Donc, souvent, ce qu'on voit, c'est que voilà, si une entreprise a construit le réseau 4G d'un pays, c'est très probable que cette entreprise soit aussi celle qui assure les upgrades dans cette technologie. Donc, le upgrade, en l'occurrence, c'est le passage de la 4G à la 5G. Donc là, l'empreinte numérique de la Chine, ce qu'on voit depuis l'annonce de ce qui s'appelle la Digital Silk Road, la route de la soie numérique, on voit qu'il y a quand même plus d'investissement dans le secteur du digital. Il y a Xi Jinping qui avait annoncé en 2017, bon, de manière officielle, mais il y avait déjà des white documents qui avaient été publiés sur le sujet, que la BRI, la Belt and Road Initiative, allait voilà, inclure une partie importante voilà, qui concernerait les technologies digitales. Et là, depuis en fait le Covid, alors qu'on voit qu'il y a beaucoup d'infrastructures physiques et tout qui n'étaient pas bancables et qui sont donc tombées à l'eau un peu, on voit vraiment qu'il y a une espèce de shift euh, en termes de distribution des secteurs, en termes d'importance d'infrastructure. Et l'infrastructure dans les télécoms, l'infrastructure digitale est en train vraiment de gagner en importance dans la présence et la projection chinoise dans le monde et dans le sud global en l'occurrence. Bon, donc bah, ça, c'est principalement les pays signataires de la Belt and Road Initiative. Vous pouvez voir que tous les pays d'Afrique du Nord ont signé des accords d'entente, Memorandums of Understanding, pour rejoindre l'initiative de la nouvelle route de la soie. Donc, alors, juste pour présenter brièvement ce que c'est la nouvelle route de la soie, donc Digital Silk Road en anglais. Il y a, pour résumer et pour être bref, en fait, trois axes principaux. Il y a ce qui est donc en général digital infrastructure, c'est l'infrastructure digitale comme la fibre optique, comme les data centers, comme les tours opérateurs qui donnent en fait du réseau 3G, 4G, 5G. C'est toute cette infrastructure de base qui est nécessaire pour chaque système, pour la connectivité en général. Et là, il y a deux vraiment entreprises chinoises qui sont les leaders dans ce secteur, c'est Huawei et ZTE. Il y a aussi l'aspect du e-commerce. Donc, avec les nouvelles routes de la soie, la Chine a l'ambition de donner plus d'espace à ces compagnies de e-commerce comme Alibaba, Tencent, JD, qui sont de plus en plus présents, principalement en Asie du Sud-Est, mais de plus en plus en Afrique et au Moyen-Orient aussi. Donc, il y a aussi des applications chinoises qui deviennent de plus en plus populaires dans les pays de la région. J'étais récemment en Égypte pour mon terrain et l'application Didi, qui est l'équivalent chinois de Uber, devient très populaire aussi. Donc, beaucoup de gens étudient ça en Égypte, par exemple. Et il y a tout un aspect de smart cities, donc les villes intelligentes. Et les compagnies chinoises sont très présentes dans ce secteur-là. Après, des entreprises comme Huawei sont en train de devenir leaders dans la proposition de solutions pour la gestion de villes intelligentes. Et l'une des villes intelligentes les plus importantes en fait dans la région, donc en Afrique du Nord ici, vraiment Tanger Tech, où bon, il y a eu plusieurs soucis dans la réalisation du projet, mais en gros, c'est un méga projet de Smart City qui est supposé, in fine, avoir une centaine de compagnies technologiques chinoises et non chinoises dans plusieurs secteurs à haute valeur ajoutée, comme dans l'automobile de pointe, dans la génération d'énergie verte et bien sûr dans le secteur digital. Donc, en gros, c'est un peu ça la nouvelle route de la soie. Il y a même un aspect qui inclut
the cyberspace et les satellites et la gouvernance des satellites. Donc, Baidu, par exemple, est le grand compétiteur de Google. Donc, ça aussi, c'est un aspect, donc la compétition dans les satellites et l'infrastructure satellitaire est un aspect aussi important des nouvelles routes de la soie. Alors, la nouvelle route de la soie en Afrique du Nord. Pourquoi l'Afrique du Nord? Pourquoi étudier les nouvelles routes de la soie en Afrique du Nord? En fait, quand on voit dans le 13e plan quinquennal, qui a été publié par le comité central du Parti communiste chinois, l'une des premières références donc, faites à l'époque, je crois que c'était 2015, aux nouvelles routes de la soie, dit que la Chine a l'ambition de construire des routes numériques, en fait une route de la soie en ligne ou digitale, avec les pays arabes en premier et d'autres pays. Donc une des premières high-level mentions, citation de haut niveau de la route de la soie digitale, fait référence aux pays arabes en premier dit donc qu'il y a cette ambition de faire des routes de la soie avec les pays arabes et d'autres pays. Et ça, c'est pour plusieurs raisons, mais principalement parce que les pays arabes, bon, principalement ceux du Golfe Persique, mais aussi ceux d'Afrique du Nord, en général, une capacité euh, un pouvoir d'achat plus élevé déjà que les pays d'Afrique subsaharienne en général et aussi plus voilà, de capacité à acheter des technologies de pointe de la part de la Chine. Et on a vu ça en particulier avec des pays comme les Émirats et tout, mais aussi l'Égypte qui a un partenariat de haut niveau en ce qui concerne la recherche en intelligence artificielle avec la Chine. Donc, il y a le Peace Cable, qui est stratégiquement nommé Peace. C'est le Pakistan East Africa Cable Express. Et en fait, c'est un câble, c'est ce que vous voyez dans l'image à droite, qui part donc de Chine jusqu'au Pakistan, et puis qui part du sud du Pakistan jusqu'à Marseille, en gros, en passant par l'Afrique de l'Est, par le canal de Suez et par les pays d'Afrique du Nord. Donc ça, c'est l'un des projets phares quelque part de la nouvelle route enfin, des nouvelles routes de la soie digitale. Et comme on peut il est réalisé par Huawei. Donc c'est Huawei qui réalise ce Peace Cable. Et on voit que dans le choix du nom et de l'acronyme, c'est aussi un peu pour essayer je sais pas, de calmer les grandes critiques qui viennent souvent de Washington en ce qui concerne l'investissement chinois dans le domaine du digital. Donc en Afrique du Nord, sur les dernières années, on a vu beaucoup de nouveaux projets avec les compagnies chinoises qui ont pu gagner pas mal d'appels d'offres. Dans ce qui soit en termes de 4G, de 5G, il y a l'usine de Huawei à Alger qui est la première usine de Huawei en Afrique, qui concerne qui se spécialise dans la construction de téléphones. Là, en ce moment, donc à ma dernière visite, j'ai vu que l'usine ne fonctionnait pas, mais il est prévu que la production reprenne. Mais en gros, l'usine est le fruit d'une politique algérienne introduite en 2016 qui forçait la diminution des importations, y compris de produits technologiques pour permettre quelque part un rattrapage technologique. Mais ça, c'était principalement après la chute du prix du baril, donc en 2014, contre-choc. Et donc, Alger a décidé de commencer à réduire sa facture d'importation, qui est assez significative, qui était à l'époque assez importante, et a forcé donc certains grands manufacturiers téléphoniques, dont Samsung et Huawei, à localiser leurs usines à Alger. Et donc voilà, Huawei a ouvert sa première usine en Afrique, et une des rares au monde d'ailleurs en dehors de la Chine, à Alger. Il y a pas mal de centres de données qui ont ouvert ces dernières années, et puis de partenariats dans le développement de l'intelligence artificielle, so AI, et du cloud computing. Là, aujourd'hui, dans ma présentation, je vais principalement me baser sur cet aspect d'infrastructure
de grandes infrastructures, et en l'occurrence de data centers, et de la présence chinoise dans la construction des data centers en Afrique du Nord. Alors, comme vous le savez tous, le débat dominant, c'est vraiment que euh, il faut se méfier de la présence de la Chine dans ce secteur sensible et dans ce secteur stratégique, parce que la Chine espionne potentiellement d'autres pays à travers son infrastructure digitale. Et puis, il y a aussi ce qu'on lit souvent dans les médias, mais aussi dans des rapports de think tank et dans certaines publications académiques, c'est qu'il y a deux modèles d'Internet, il y a deux modèles de gouvernance du digital qui sont en train d'émerger. D'un côté, le modèle de l'Internet souverain à la chinoise, et de l'autre, le modèle de l'Internet libre, où il n'y a pas de frontières, où il n'y a pas de censure, où les gens peuvent utiliser l'espace digital comme ils le souhaitent, et qui serait plutôt le modèle américain. Bon, on voit en pratique que en ce qui est déjà donc, de cette division, elle est souvent assez simpliste, et quand on voit dans plusieurs cas, bon, moi personnellement, j'ai du mal à dire qu'il y a deux modèles bien définis qui émergent, parce que c'est assez complexe, et en fait on voit des aspects des deux différents modèles dans chacun des pays émergés. Mais aussi l'histoire de l'espionnage, et que la Chine utiliserait principalement ses champions de la technologie pour espionner. Ça, on n'a pas vraiment énormément d'évidence empirique, de preuves empiriques en tout cas, euh, en ce qui, enfin voilà, il y a le cas principalement de l'Union africaine, euh, où on a retrouvé que le siège de l'Union africaine qui avait été construit et offert par Pékin à l'Union africaine avait été buggé d'appareils et tout ça. Mais, qu'il y avait de la data qui était collectée parce qu'ils disaient entre les dirigeants africains, et qui repartait à Shanghai pratiquement tous les jours pour être analysé. Mais en dehors de ce cas qui est vraiment un cas majeur, mais qui se réduit quelque part à une institution, à une institution régionale, on n'a pas d'exemple d'utilisation massive d'espionnage voilà, dans les communications voilà, d'individu à individu, d'entreprise à entreprise, ou en tout cas en ce qui concernerait l'utilisation de l'infrastructure réseau, comme désolé, une seconde, pardon, je ne sais pas si vous m'entendez. Ok, très bien. Bah, en fait, en ce qui concerne donc la Chine, on n'a pas vraiment cet exemple. Et souvent, durant mon terrain, en parlant j'ai eu la chance d'interviewer des ministres et des dirigeants à haut niveau dans le secteur des TIC, dans le secteur du développement de l'économie, du savoir. C'est des gens qui disent qu'en fait, ce qui les a le plus choqués quelque part en déterminant leur stratégie et leur partenariat dans ce secteur-là, c'est un peu les révélations de Edward Snowden en 2013 déjà, qui disait que en fait, qui a montré que les États-Unis utilisaient ces champions de la tech pour espionner sur des millions de personnes à travers le monde. Donc ça, c'est voilà, les États-Unis aiment bien pointer du doigt la Chine, mais on n'est pas sûr que ce soit voilà, un truc exclusivement chinois d'espionner à travers les équipements dans ce secteur-là. En plus, ce qui est problématique avec ce débat, c'est que la Chine est bien sûr, comme vous le savez, ici pas un acteur monolithique. Il y a souvent beaucoup de tensions entre Pékin, le CP chinois, le Parti communiste chinois et les compagnies de technologie. D'ailleurs, on l'a vu en 2021 avec toute une vague de contrôle et de tensions et de répression contre beaucoup des champions de la tech comme Alibaba, comme Tencent. Il y a eu plusieurs mesures qui ont été adoptées par Pékin pour essayer un peu de limiter
l'autonomie acquise de ces compagnies-là. Donc l'idée qu'il y ait une seule Chine qui contrôle tous les acteurs du digital et que les ingénieurs à Huawei appellent des officiels à Pékin pour leur dire voilà ce qui se dit au Kenya ou ce qui se dit à Amman, tout est un peu absurde. Et en tout cas, on n'a pas de faits empiriques qui soutiennent cette thèse. Donc c'est un débat qui est très centré sur les intérêts des États-Unis et le fait qu'en fait, en réalité, la croissance de la Chine dans ce secteur-là est en train de mettre à risque, si elle ne l'a pas déjà fait dans certains segments du secteur, l'hégémonie ou la suprématie des États-Unis dans le domaine du cyberspace, dans le domaine du digital. Donc, Internet est largement vu comme une invention américaine. Bon, elle a été certainement. Et pendant plusieurs années, les États-Unis définissaient un peu tous les standards, toutes les pratiques et la gouvernance d'Internet. Mais c'est clairement en train de changer avec the rise of digital China euh, dans ce secteur. Après, ce qui est problématique, vu que c'est un débat qui est très centré sur les intérêts des États-Unis, on ne sait pas vraiment ce que cette expansion digitale de la Chine veut dire pour le Sud global et qu'est-ce que ça veut dire pour les inégalités, en l'occurrence. Désolée du typo. Donc, ma thèse s'intéresse principalement à ça. Là, j'ai choisi de ne pas traduire ma question de recherche centrale parce que bon, j'ai préféré la garder telle quelle. En fait, j'essaye de comprendre à travers ma thèse, je lis la question d'abord, Does the influx of Chinese digital capital to host middle-income countries contribute to narrowing digital inequalities, or does it conversely widen them? Donc, en fait, j'essaie de comprendre ce que veut dire donc, cette expansion du capital digital chinois dans la région, la présence de ces compagnies-là. Est-ce que c'est en train de permettre une mise à jour technologique ou un développement dans le secteur du digital, ou est-ce qu'en fait c'est juste une reproduction des sources de dépendance? Donc un shift de la dépendance des technologies principalement américaines et européennes vers une nouvelle source de dépendance qui aurait comme centre ou voilà, comme épicentre Pékin. Donc, dans ma thèse doctorale, j'analyse trois grands aspects empiriques. Donc, d'abord, l'impact sur le coût de la connectivité. Donc, j'ai un chapitre qui est très quantitatif et qui analyse l'impact des compagnies chinoises, donc des manufacturiers principalement, sur la connectivité en Afrique. Je pourrais vous en parler plus pendant la discussion. J'ai un chapitre qui analyse le transfert de technologie. Donc, ça, c'est plutôt un chapitre qui se base sur mon terrain en Égypte et en Algérie. Et j'essaye d'analyser les liens construits entre ces compagnies avec des entreprises locales, mais aussi la formation offerte aux ingénieurs dans les TIC en Algérie et en Égypte puisque Huawei et ZTE font quand même pas mal de programmes de formation. J'essaye d'aller au-delà donc des annonces sur les médias ou des annonces des entreprises elles-mêmes pour voir aussi la qualité de cette formation-là. Et je peux vous parler un peu des résultats pendant la discussion de cette analyse. Et puis, il y a un autre grand chapitre empirique qui se base un peu sur la gouvernance de la data et comment la Chine est en train, à travers ses projets, à travers son infrastructure, de remodeler les modèles de gouvernance de la data dans la région et en Afrique plus globalement. Alors, bon, ça c'est un peu le modèle que j'ai suivi pour essayer d'analyser le transfert technologique. Donc, vous voyez au milieu, là où il y a Digital MNC, c'est Digital Multinational Corporation. Donc, on va dire par exemple Huawei. Et puis, il y a souvent ces liens qui émergent qui s'appellent linkages. Donc, c'est ces connexions et ces liens qui émergent avec des sous-traitants, avec des compagnies de télécom locales, des fournisseurs, donc suppliers à droite. Et puis, j'analyse principalement, bon, ça se base un peu sur les théories du développement économique et de Albert Hirschman, en l'occurrence, qui parle de backward and forward linkages.
aussi de vertical and horizontal spillovers. Donc, tous les effets de spillover et ce que peut gagner une économie locale en recevant ou en collaborant avec un leader technologique, par exemple, comme les Huawei aujourd'hui. Donc, j'avais analysé ça. Il y a, entre autres, le mécanisme de labor mobility. Et ça, c'est l'idée d'avoir un ingénieur, disons, algérien, qui travaille pour une grande multinationale, chinoise ou non, et puis qui se déplace vers une compagnie locale. Donc, théoriquement, on va assumer qu'il y a eu un savoir managériel, mais même technique et technologique qui peut être transmis à travers ce canon de transfert technologique. Mais après, la critique que je me suis moi-même faite, c'est que avec ce modèle-là, c'est un modèle avec lequel, en tout cas en économie du développement, on analyse plusieurs secteurs. C'est pas spécifique au secteur du digital, right? Puisque c'est vertical spillovers, horizontal spillovers, ça pourrait être pour analyser le transfert technologique dans la pharma ou dans l'automobile ou dans n'importe quel autre secteur. Mais la spécificité du secteur digital, c'est vraiment la data. Et la data a une valeur économique et une valeur stratégique aussi, et on en reviendra. Donc, j'ai pensé, en fait, initialement, dans mon chapitre sur le transfert technologique, donc j'analysais le secteur sans vraiment regarder ses spécificités, les spécificités en fait du secteur des TIC. Et j'analysais un peu le transfert technologique comme étant unidirectionnel. Donc, de la multinationale qui est leader technologique vers les économies locales, vers l'économie, les économies en voie de développement qui accueillent ces compagnies-là. Mais en fait, ce qu'on voit ici dans ce secteur, en l'occurrence, c'est ce qui est apparu à travers mon terrain, c'est ce qu'on appelle reverse technology transfer, or at least reverse knowledge transfer. Et ça, c'est à travers la collecte des données. Donc, voilà, le transfert de savoir ou de data, en tout cas, ne se fait pas dans une seule direction, mais se fait aussi dans l'autre à travers la collecte et l'analyse des données des pays qui utilisent cette infrastructure-là. Donc, bon, ce schéma que vous voyez, c'est un peu la chaîne de valeur de la monétisation de la data. Donc, la data est d'abord collectée, puis emmagasinée ou stockée. Et puis, elle est analysée. C'est ce processus d'analyse de la data qui permet de générer des revenus dans ça. Donc, la monétisation de la data se fait par plusieurs types de compagnies technologiques. Donc, quand on vend, par exemple, de la pub en ligne, ça va être plutôt des compagnies comme Meta, anciennement nommé Facebook, ou Google qui vont s'occuper de ça. Il y a le e-commerce. Aujourd'hui, on voit des géants comme Amazon, Alibaba qui opèrent dans ce secteur. Il y a aussi le transfert location de services en ligne. Et puis, moi, ce qui m'intéresse particulièrement dans ce chapitre, c'est le cloud. Donc, les fournisseurs de cloud dans la région. Donc, il y a plusieurs grandes entreprises qui font ça. Amazon Web Services, c'est probablement le plus connu. Mais les acteurs chinois tels que Alibaba Cloud et Huawei Cloud sont en train de gagner beaucoup de marchés dans ce secteur-là, et surtout en Afrique et dans les pays en voie de développement. Donc, bon, là, il y a bon, ce slide est en anglais. Il y a plusieurs modèles de gestion de la data qui sont en compétition parfois entre eux. Mais les trois grands modèles, c'est clairement, premièrement, le modèle américain, qui est un modèle de free data flow, où la data circule ou devrait circuler librement entre les pays, où it's market centered, donc c'est le marché qui doit réguler ça. Et il y a très peu d'obligations et de régulations sur la gestion des données en général. Bon, par rapport aux autres modèles. Puis il y a le modèle européen avec le so-called GDPR, qui est vraiment aujourd'hui vu comme le standard, voilà, the gold standard, j'ai envie de dire, donc, en termes de gestion sécurisée des données. C'est un modèle qui restricte quand même le mouvement de la data.
c'est l'individu, contrairement au modèle américain où c'est vraiment le marché qui gère tout, l'individu et la protection euh, de la privacy, donc des données, la protection de la vie privée des gens, de la data des entreprises est primordiale dans ce modèle-là. Et c'est un modèle qui a été repris donc aussi pas mal à travers plusieurs pays dans le sud global. En l'occurrence, parce qu'il est aussi nécessaire parfois pour faire du business avec des compagnies européennes. Et puis il y a le modèle chinois qui est très state-centered, donc c'est vraiment l'État qui est au centre de la gouvernance de ce modèle-là. Il y a une idée de souveraineté qui est très importante aussi. C'est un modèle qui exige la localisation de la data au sein du territoire pour permettre en fait ce que les Chinois appellent la souveraineté digitale, une forme de souveraineté. Et la sécurité nationale ici est vraiment la priorité. Donc on voit ces dernières années que plusieurs pays en Afrique en l'occurrence sont en train d'essayer de reproduire le modèle chinois en essayant de réaliser plus de souveraineté digitale. Et là, ce que vous voyez dans cette image, c'est l'inauguration du grand data center construit par Huawei pour le gouvernement sénégalais. Et donc, c'est un data center euh, qui stocke en fait toute la data du gouvernement sénégalais avec ses différents ministères. D'accord? Donc, les différents ministères, au départ, stockaient leur data à l'étranger. Donc, jusqu'à aujourd'hui, la plupart des pays africains ou des pays en voie de développement, mais en Afrique, c'est encore plus parlant, la data est stockée dans des data centers en Europe ou aux États-Unis. En Europe, l'Irlande est un grand pays qui joue le rôle de, voilà, qui emprunte ou qui loue ses data centers pour le stockage des données d'autres pays. La Hollande est aussi un pays important. Et là, il y a une vague depuis à peu près la moitié des années 2010, je dirais, donc vers 2015 ou so, de pays qui essaient de stocker les données sur le territoire national. Et donc, c'est un modèle qui attire pas mal de dirigeants pour plusieurs raisons. Mais une des raisons principales, c'est que c'est un modèle, quand on regarde le modèle chinois, qui a permis, et d'un côté, un développement spectaculaire, hein, pour le coup, du secteur du digital, et qui a en même temps permis au gouvernement de garder le contrôle sur sa population, mais aussi voilà, de reproduire cette idée de souveraineté de la data. Donc c'est un modèle qui est très voilà, qui plaît beaucoup à beaucoup de dirigeants dans le sud global. Alors, moi, dans ce chapitre de ma thèse, j'ai deux cas d'études de deux entités, donc une entreprise et un institut qui essayent en fait quelque part de localiser leurs data en collaborant avec Huawei. Donc, c'est la Sonatrach en Algérie et le National Research Center, Markaz Al-Qawmi lil-Buhuth, qui est donc le Centre national de la recherche en Égypte. Et ces deux institutions, donc, alors la Sonatrach, pour ceux qui ne le savent pas, c'est probablement la compagnie algérienne la plus importante, enfin, sans aucun doute. C'est le grand pétrolier algérien, l'entreprise publique de la gestion du pétrole et du gaz. Donc, c'est vraiment la compagnie qui fait vivre le pays. Et le National Research Center en Égypte, c'est le plus grand centre de recherche du pays et donc qui est pluridisciplinaire. Il y a de la recherche en physique, mais comme il y a aussi de la recherche euh, comme il y a aussi de la recherche en sociologie ou en histoire. Et alors, cette entreprise et cet institut de recherche avaient historiquement leurs data qui étaient un peu localisées un peu à travers le monde, mais qui ensuite, à partir de 2016, ont décidé de commencer à localiser leurs données
un peu plus. Donc, localisation des données. On, et puis, en fait, la localisation des données avait commencé à être faite en interne, en utilisant des ressources et des capacités internes. Mais à partir de 2019, les deux ont décidé de signer des partenariats avec Huawei pour les aider à stocker leurs données sur le territoire national. Voilà, donc je vais parler des deux cas. Bon, en termes de méthodologie, donc ce chapitre se base sur des entretiens semi-directifs que j'ai fait entre 2021 et 2023. Donc, j'ai collecté des données principalement à travers des entretiens, mais j'ai aussi étudié les lois enrichissant le flux des données dans les deux pays, les lois sur la cybersecurity, mais aussi sur la confidentialité. Et voilà. Donc, en arabe, en français, mais aussi en mandarin. Et j'ai aussi essayé d'utiliser tout ce qui se publiait sur les médias, les communiqués de presse, les déclarations des entreprises, les agences, voilà, les ministères et tout ça, et leurs communiqués respectifs. Donc, pour Sonatrach, ce slide est en anglais, je m'excuse pour ceux qui parlent anglais. Donc jusqu'à 2010 environ, Sonatrach avait donc il n'avait pas vraiment de stratégie en termes de localisation de ces données. Toute la data était storée dans des data centers à l'étranger. Mais à partir de 2010, il y a eu vraiment des efforts pour commencer à localiser la data. Et ce qui a été fait au début, c'est une localisation des données en développant ce qui s'appelle un in-house data center, donc un centre des données qui est qui appartient complètement à l'entreprise, qui est développé par l'entreprise avec des moyens techniques, principalement en utilisant des ingénieurs et tout. Qu'on trouve dans l'écosystème du pays. Mais il y avait beaucoup de problèmes techniques et de problèmes de rétention des ressources, puisqu'il y avait beaucoup de personnes qui décidaient de partir travailler soit à l'étranger, soit des gens qui préféraient aller travailler avec des grandes multinationales de la tech. Et donc, c'était difficile pour Sonatrach de garder voilà, des ingénieurs qui travaillent sur ça. Et donc en 2019, il y a eu une décision qui a été prise, qui a été quand même très débattue, enfin très, qui a été débattue sur certains médias algériens, c'était de lisser, ou like basically to outsource, de sous-traiter la gestion du data center de Sonatrach à Huawei. Donc, vu que c'était un peu trop d'efforts d'avoir ce data center domestique local qui appartient, qui est développé de manière locale, ce qui est souvent, bien sûr, la meilleure solution pour avoir un vrai contrôle sur sa data, il y a eu une décision d'aller vers une solution plus efficace et c'est de sous-traiter la gestion des données avec Huawei. Donc en 2019, il y a ce grand contrat qui a été signé et qui donne en fait la gestion du cloud de Sonatrach aux géants chinois. Et le problème avec ça, c'est que dans ce que je trouve un peu dans mon terrain, c'est que en ce qui s'agit, quand on parle d'analyse de cette data, d'extraction de valeur ajoutée qui est liée donc, à la présence de la data, on voit qu'en fait, Sonatrach, ou le parti algérien, a très peu de capacités techniques et que c'est Huawei qui maintient en fait le contrôle sur ces données-là. Donc, il y a une localisation qui se fait, mais c'est une localisation que je décris comme étant superficielle. Donc, on amène la data de data centers qui sont à l'étranger, on la localise, mais après, en termes de contrôle de data et de capacité à extraire de la valeur ajoutée à travers l'analyse de la data et son traitement, reste très limité. Donc, c'est plus une localisation territorielle, mais il n'y a pas vraiment
d'augmentation de capacité à travers ce processus. Contrairement au modèle chinois qui requiert vraiment que ce soit des acteurs chinois et des managers de data centers locaux. C'est quelque chose qui crée pas mal de linkages, donc de liens, et qui permet une, une mise à jour technologique importante. Alors, si on devait passer au cas du NRC, on voit à peu près la même chose. Donc, dans les années 80 et les années 90, tout ça, enfin, depuis l'avènement des technologies digitales, on voit bien que le NRC a, a- a- en gros, avait sa data qui était un peu distribuée à travers plusieurs data centers à travers le monde, et que à partir de 2016, ils ont commencé à localiser. Comme pour la Sonatrach, au début, c'était un effort de localisation en interne. Et puis, vu qu'il y avait des running costs qui étaient assez élevés, et là, c'est ce que le code sur ce slide dit, it was very costly for us to maintain talent, even with salaries higher than the average for a public research organization. Donc ça, c'est un entretien que j'avais fait avec un cadre à la NRC qui disait que c'était très dur pour eux de garder la main-d'œuvre, et que c'était compliqué et tout ça, et qu'il y avait des coûts opérationnels qui étaient élevés. Et donc, il y a la décision ici aussi, vers 2017, en fait, de sous-traiter la gestion de la data avec Huawei. Donc, c'est exactement le même modèle. Dans le communiqué de Huawei qui parle de ce partenariat avec cet institut de recherche égyptien, ils disent que, en gros, le deal et le management de Huawei des data centers va permettre plus d'efficacité en termes d'organisation et de management, et que it's lowering skill requirement and helping to ensure stable services. En gros, c'est un partenariat qui va permettre de réduire, le- réduire les standards en termes de skills pour le NRC. Ils n'ont pas besoin d'avoir des ingénieurs ou avoir vraiment des capacités de gestion de leurs propres données, mais que voilà, Huawei prend le relais, et c'est Huawei qui s'occupe de cette partie, en gros. Et ça, pour quelqu'un donc, qui s'intéresse au développement économique, c'est très problématique pour le modèle, parce qu'on se retrouve avec des pays qui essaient de répliquer le modèle chinois, qui est un modèle qui a été euh, assez fructueux, enfin très fructueux en termes de développement digital. Mais en fait, c'est vraiment une manière assez superficielle de répliquer le modèle. Et en fait, les fruits et les gains en termes de développement économique ne sont pas inclus en fait, dans cette reproduction-là. Donc les entretiens ont vraiment montré que euh, c'était plutôt des ingénieurs de Huawei qui gardaient la main sur le contrôle de l'infrastructure, et qui avaient toujours donc accès aux données stockées dans l'infrastructure de ces deux, donc de l'entreprise et de l'institut de recherche. Donc, localisation des données sans contrôle de l'infrastructure. Là, on voit dans les deux cas d'études que l'ambition initiale de localiser les données à travers la construction donc, de serveurs locaux a été rapidement abandonnée. Donc, il y avait initialement une espèce d'effort développementaliste, in a way, mais qui a été très rapidement abandonné pour sous-traiter la gestion de la donnée à Huawei. On voit aussi que ce qui se passe actuellement, c'est vraiment, et bon, j'ai comparé un peu mes findings et mes résultats avec d'autres études, mais d'autres pays en Afrique, que ce soit donc au Sénégal, mais ailleurs aussi en Afrique anglophone, c'est ces situations de localisation superficielle des données, où on n'a pas en fait les gains et les spillovers attendus d'une vraie localisation des données avec des capacités de processing de la data qui soient locaux. Voilà. Donc, en fait, pour tirer parti vraiment de la big data, qui, on le sait aujourd'hui, certains comparent la big data au pétrole, où ils disent que c'est genre it's the new oil,
que c'est le nouveau pétrole et qu'il y a énormément d'intérêts stratégiques et économiques à contrôler et à pouvoir analyser sa data. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que son contrôle donc, efficace de cette infrastructure-là et son capacité technologique et technique à gérer cette data, on est loin donc, de la reproduction d'un modèle qui pourrait être profitable à ces pays, donc aux deux pays analysés ici, mais aussi plus globalement. Alors, juste pour conclure, donc les entreprises chinoises, à l'instar de leurs concurrents américains, sont en train de devenir quelque part dépositaires des données générées. Donc historiquement, ça a toujours été bon, les États-Unis, mais aussi quelques compagnies européennes, principalement scandinaves. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que ça a des implications significatives pour l'avenir des économies et surtout quand on parle de l'économie du savoir, de l'économie de la connaissance, parce qu'on se retrouve avec des pays voilà, qui sont intermédiaires et gestionnaires, en gros, de cette data. Euh, Là, il y a des phrases que j'ai gardées en anglais puisqu'elles étaient initialement pensées en anglais. Mais reclaiming infrastructural control may be necessary to avoid the reproduction and entrenchment of data inequality. Donc, se réapproprier cette infrastructure vraiment est nécessaire pour éviter la reproduction et l'approfondissement en fait de l'inégalité de la data qui est aujourd'hui reconnue comme une forme importante d'inégalité. Et puis, industrial policy, les politiques industrielles, can potentially support the construction, maintenance and growth of domestic data infrastructure and capabilities. Et c'est important que de plus en plus de pays dans la région, que des pays en voie de développement, commencent à penser de manière plus rigoureuse leur politique industrielle pour voir vraiment bénéficier voilà, de ce qu'on appelle l'économie digitale plus globalement. Voilà, je vais m'arrêter là. Eh ben, écoutez, je vous remercie beaucoup. Hein, quand je vous disais 45 minutes, ben, vous avez fait pile, hein, 45 minutes. Hein. Ah, peut-être 44 seulement. Hein. D'accord, Bon, j'ai en tout pris cas, mon c'était temps. passionnant. Et comme vous devez nous quitter à 10h30, je passe tout de suite la parole à Charlotte, qui a sans doute été sans doute aussi intéressée que moi par votre analyse du problème de la localisation. Charlotte, c'est à vous. Oui, merci beaucoup. Effectivement, c'était un exposé qui était très riche et vraiment très intéressant. Je me permets juste de me présenter. Je ne sais pas si vous me connaissez. Moi, je fais ma thèse également en géographie géopolitique sur le déploiement du réseau 5G en Afrique de l'Ouest. Et donc, à ce titre, j'ai pu analyser et travailler également sur les impacts finalement des infrastructures réseau chinoises sur le développement économique des pays. Alors moi, je travaille plutôt sur l'Afrique francophone, notamment le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Alors, ceci étant dit, j'ai trouvé alors pour, connaître la difficulté, d'avoir accès notamment à des données, relatives aux acteurs chinois, je vais, mettre les pieds dans le plat, tout de suite et vous demander si alors je ne sais pas si vous préférez que je fasse une liste de tout ce que j'ai noté ou que je pose les questions au fur et à mesure? C'est comme vous voulez. Peut-être faire une liste et puis OK. je pourrais répondre. Très bien. Alors, ma première question, c'est est-ce que vous avez réussi à mener des entretiens avec, des acteurs chinois, et notamment, donc, les équipementiers, Huawei ou ZTE? Et voilà, ou alors avec des représentants diplomatiques, chinois? Voilà, ça c'est ma principale question. Et sinon, je suis assez curieuse de savoir comment est-ce que vous avez, collecté vos données? Notamment, alors peut-être que vous parlez mandarin, j'ai cru, comprendre que vous aviez analysé les documents et les textes qui étaient, en mandarin. Ça, c'est ma première question. Alors ensuite, je vais aller sur, du particulier, donc par rapport à tout ce que j'ai relevé, quand je vous ai écouté. Heu, donc l'autre question qui me vient, c'est, le rôle des opérateurs. Alors je pose cette question un peu en comparaison avec ce que personnellement j'ai pu observer.
Je sais que des opérateurs comme Orange notamment sont très puissants en Afrique de l'Ouest. Et finalement, là où c'est intéressant, c'est que Huawei, qui avait l'habitude de ne vendre que ses infrastructures et ses équipements donc à des acteurs privés, et notamment les opérateurs qui pouvaient exploiter ces infrastructures pour eux s'enrichir, se tourne maintenant davantage vers des acteurs publics. C'est ce que vous avez pu montrer aussi avec le cas d'étude de la Sonatrach. Donc, je voulais savoir un peu comment est-ce que ça s'organisait pour vous, donc sur vos deux terrains de recherche, donc l'Algérie et l'Égypte. Est-ce que vous voyez, vous aussi, de nouvelles dynamiques, on va dire, dans la relation et dans les relations clients que peuvent avoir Huawei ou ZTE? Et quel est le rôle que jouent ces opérateurs qui, donc, dans les cas d'études que j'ai pu observer, ont vraiment un rôle structurant sur tout ce qui va être développement numérique du pays? Après, j'aurais bien aimé aussi avoir quelques informations complémentaires sur vos observations avec le câble PIS. Effectivement, c'est comme vous l'avez très bien noté, c'est très intéressant qu'il s'appelle de cette manière. J'aimerais savoir finalement si vous avez réussi à avoir des informations sur qui va l'exploiter, parce que vous devez savoir que il y a la construction du câble et après il y a la personne qui va en être gestionnaire et c'est eux qui font le plus de profit. Est-ce que dans le cadre de ce câble-là, ce sera donc Huawei ou China Mobile qui sera l'exploitant de cette infrastructure? L'autre question que j'ai aussi, parce que bah, pareil, je fais un peu de la comparaison, c'est qu'il y a vraiment une association très forte en Afrique subsaharienne entre développement numérique, rattrapage technologique. Et comme vous avez bien noté que les pays d'Afrique du Nord sont quand même plus développés que ceux d'Afrique subsaharienne, est-ce que vous aussi, vous avez pu constater une association très forte entre numérique, développement et finalement innovation et enrichissement des pays? Euh, Après, là, je vous embête un peu. Vous avez beaucoup parlé du terme Sud global. Est-ce que vous pouvez aussi en dire un peu plus sur ce que vous entendez par Sud global? Est-ce que vous reprenez finalement euh, ce terme comme il est employé par la Chine, ou est-ce que vous le définissez d'une autre manière? J'ai bientôt fini. Alors après, vous avez parlé des enjeux normatifs. Ça, je trouve ça très intéressant de voir un peu le rôle de la Chine, enfin, surtout des équipementiers chinois dans ces questions-là. Est-ce que vous, est-ce que vous avez analysé davantage le rôle que joue justement la Chine et les équipementiers dans tout ce qui va être organisation internationale type ITU sur justement ces questions normatives? Et pour presque terminer, sur la question des data centers, et finalement, vous l'avez enfin, de façon vraiment brillante montré, il y a justement un changement sur la question de la localisation des données. Et ce que je trouve intéressant, c'est que, enfin, du coup, dans le cas du Sénégal aussi, c'est que enfin, ça fait quand même un certain temps, notamment depuis 2005, que l'État du Sénégal a un data center pour certaines de ses activités d'État. Et là où c'est intéressant, c'est qu'effectivement, ils sont en train maintenant de développer des data centers pour permettre aux entreprises, publiques ou privées, de pouvoir localiser les données sur place. Donc ça, c'était une petite précision que je voulais apporter parce que euh, finalement, il y avait quand même des centers avant 2018 en Afrique de l'Ouest, sur le continent africain tout simplement. Et donc vous, est-ce que vous avez questionné cet enjeu en fait des data centers aussi comme, parce que comme l'article que vous avez cité, comme un symbole fort qui était envoyé aussi à d'autres partenaires, notamment les partenaires plutôt occidentaux. Et là, c'est plus une remarque que je trouve, mais pour vous féliciter, parce que je trouve que c'est vraiment très intéressant que vous ayez analysé euh, les trois enjeux, donc du coût de la connectivité,
du transfert des connaissances et de la gouvernance des data. Et pour vous poser une question un peu plus précise, parce que en plus vous l'aviez sollicité durant votre présentation, comment est-ce que vous avez fait pour justement analyser le coût le coût de la connectivité et le changement de l'arrivée des entreprises chinoises sur cela? Voilà, j'ai terminé. Super, Alors, merci. j'atterris juste pour dire que je pense qu'il faudra qu'on organise avec vous une seconde séance pour répondre à toutes ces questions. C'était un peu intéressé, peut-être qu'on pourra échanger aussi à l'avenir en Absolument. tête à tête. Absolument. Ben, merci beaucoup bon, je te tutoie, pour tes questions, Charlotte. Bon, clairement, c'est des questions de quelqu'un qui travaille aussi sur le sujet, donc c'est des questions très pertinentes et précises, donc merci. Alors, bon, je vais répondre par ordre. La première question qui est très importante, donc la collecte des données. Ça, pour toutes les personnes qui font du terrain ou qui travaillent sur la Chine, sur n'importe quel secteur, savent que c'est quelque chose qui est très difficile. C'est difficile en fait d'accéder aux entreprises chinoises, aux managers chinois en Afrique, encore plus peut-être aux policy makers, aux gens, aux attachés politiques, aux attachés économiques des différentes ambassades. Après, moi, j'ai eu un immense avantage. Bon, je dirais, bon, je me débrouille en mandarin, mais je dirais que c'est pas ça qui m'a vraiment aidé. C'est le fait que j'ai bossé pour Huawei pendant 2 ans. Donc, après mon master, j'ai pu travailler pour Huawei et j'étais dans leur PR department. Donc, j'étais co-manager des relations publiques de Huawei. Et ça, j'étais donc au North Africa Office, donc bureau Afrique du Nord, qui était headquartered au Caire, mais moi j'étais au bureau d'Alger. Et du coup, je me suis construit un super réseau. Je connaissais plutôt tout le monde, en fait. Une fois que j'ai décidé d'arrêter de travailler comme PR manager et faire ma thèse sur le sujet. Donc, en fait, c'est un peu ça aussi qui m'a poussée à faire ma thèse sur ce sujet, parce que je savais que j'avais un accès incroyable en fait, aux gens, beaucoup de managers. Donc c'est très, it's very lucky. J'ai été très chanceuse dans ce sens. Après, c'était difficile quand même, hein. C'était très difficile. La plupart des gens à qui j'ai parlé sont souvent des locaux. J'ai pas, donc j'ai fait à peu près 107 entretiens. Sur les 107 dans la data collectée, la plupart sont des ingénieurs locaux, mais aussi des experts étrangers d'autres pays. Il y a peu, je dirais que peut-être 5% de mes entretiens étaient avec des personnes chinoises présentes dans ces deux pays. Donc c'est très peu. J'aurais voulu en faire plus, mais c'était très difficile d'avoir accès à ces données-là. Sinon, l'autre question, donc, par rapport au Peace Cable, ça c'est une question importante. Pour l'exploitation, ce que je comprends pour le moment, c'est que chacun des pays, donc il y a plusieurs pays qui ont accès donc, cette grande infrastructure de fibre optique. Ça va dépendre des pays. Mais de ce que je vois et ce que je lis pour le moment, c'est pas nécessaire que ce soit des compagnies chinoises qui l'exploitent. Donc il y aura des pays qui vont payer pour cette infrastructure-là, mais l'exploitant peut être un mobile carrier ou une compagnie locale ou autre compagnie étrangère. En fait, ce qu'on voit jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a quand même pas mal de ce qui s'appelle interoperability, donc l'interopérabilité. C'est la capacité à travailler, à avoir des softwares, par exemple, britanniques qui opèrent sur du hardware chinois ou vice-versa. Et là, ce qu'on voit en termes d'exploitation, de services, de connectivité, tout ça, c'est qu'on peut très bien avoir de l'infrastructure dure construite par Huawei, par exemple, et puis avoir un opérateur comme Orange ou comme Vodafone qui voilà, utilise et exploite cette infrastructure-là. Après, de plus en plus, il y a des restrictions. Il y a des pressions pour que les compagnies occidentales n'utilisent pas, en fait, ou ne contractent pas avec Huawei dans la construction de leur équipement. Mais pour le moment, voilà, quand on parle du Peace Cable et tout ça, les pays ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de set rule, c'est pas Pékin qui décide de comment
le Peace Cable sera exploité. Et après, c'est très vrai que quiconque va le gérer dans les différents pays souverains à travers lesquels le câble passe vont pouvoir extraire plus de profit. Ça, c'est évident. Rapidement sur le ITU, les questions normatives, je pense que ça c'est clé parce que avec le fait que la Chine aujourd'hui construit de plus en plus d'infrastructures dans les télécoms, on peut s'attendre à ce qu'elle commence à jouer un rôle plus important et elle le joue déjà dans ce qui s'appelle standard setting, donc sa capacité à définir les standards du digital, les standards de la télécommunication. Et j'essaie de regarder ça aussi dans ma thèse. Donc, voir comment les investissements au niveau micro, donc au niveau micro, sont en train d'avoir des ramifications importantes dans la définition des standards au niveau global. Donc, dans le ITO que tu as cité, qui est the International Telecommunication Union, qui est donc probablement le plus grand organisme qui détermine les standards dans les télécommunications et dans le secteur du digital plus globalement. Autre question, oui, Sud global. Alors, c'est une bonne question. Moi, je ne suis pas fan de pays en voie de développement et pays développés, parce que souvent, beaucoup de pays en voie de développement ne sont pas en effet en voie de développement. Aussi, beaucoup de pays développés ne le sont pas complètement. Donc, Sud global, bon, Global South en anglais, c'est ce que j'utilise le plus fréquemment parce que moi, il y a un peu cette division. Mais peut-être un terme plus précis serait pays à revenu moyen, pays à revenu bas. Donc, je m'intéresse surtout à cette catégorie de pays. Mais oui, c'est pas vraiment la définition chinoise, mais je pense que ça nous dit quelque chose sur un certain set de pays qui étaient historiquement dominés par le colonialisme et qui aujourd'hui sont dans une phase de développement qui est différente des pays à revenus élevés, je dirais. Pour la dernière question, là, si tu veux, on en parle en one-on-one, parce que je pense que ça va pas intéresser grand monde. Mais en gros, pour calculer le coût, j'ai utilisé des données du ITU que tu as cité et des données de la Banque mondiale. Donc, je fais une régression qui s'appelle Difference in Difference Regression. Donc, je prends le coût de la connectivité dans beaucoup de pays et en fait, je contrôle au moment où les compagnies chinoises entrent dans ce territoire, dans ces pays-là. Et j'essaie de contrôler pour plusieurs autres facteurs, pour essayer de tracer un peu la causalité entre les compagnies chinoises et le coût de la connectivité. Et je fais une regression. Je suis en fait en train de travailler sur ça en ce moment, parce que j'ai fini de rédiger les deux autres chapitres qui se basent un peu sur mon terrain. Et ce chapitre quantitatif sera probablement le dernier chapitre de ma thèse. Mais on peut en parler plus et je t'enverrai des copies si tu veux. Merci beaucoup, j'ai hâte de voir ça et encore bravo pour le travail accompli. Merci beaucoup, merci Charles. Oui, effectivement, enfin, je reviens sur le problème de la localisation. C'est que c'est vraiment, à mon sens, l'apport le plus essentiel, l'analyse que vous avez pu faire est liée cette stratégie de localisation aux questions du développement. Je dois avouer que je ne suis pas spécialiste de la question, je ne lis pas spécialement les articles sur le problème de l'économie numérique, mais je crois que vous avez là quelque chose qui est absolument fondamental. Parce que si je reprends les éléments que vous avez donnés, bon, d'un côté, on a effectivement la Chine, qui est un grand pays et qui a des ressources assez considérables et des besoins assez importants en matière de gestion des données. Si vous l'opposez ça à un pays comme le Sénégal, on se rend bien compte qu'immédiatement, il y a un problème d'échelle qui se pose. Et si vous regardez ce qui se passe en Europe, ben vous avez cité l'Irlande et les Pays-Bas, c'est-à-dire deux petits pays, mais qui ont un grand marché. Donc, effectivement, il y a un problème de dimension, ce qui fait que concernant spécifiquement l'Afrique, dans quelle mesure est-il effectivement raisonnable de penser à une stratégie à la chinoise, même si on reprend votre remarque, à savoir que c'est très superficiel. Alors, donc, la question qui se posait immédiatement derrière moi, c'est dans quelle mesure cette zone de libre-échange africaine
ou alors l'Union africaine pourrait-elle constituer, dirons-nous, un ensemble relativement uni qui puisse offrir cette souveraineté que revendique la Chine pour elle-même ou que l'Europe peut revendiquer pour elle-même, hein, justement pour passer au-delà de l'étroitesse des marchés. Alors, la seconde question que je voulais vous poser, elle résulte en fait directement des choix essentiels de votre démarche, hein, l'Algérie d'un côté, de l'autre côté, l'Égypte. L'Égypte étant une économie portuaire que n'est pas du tout l'Algérie jusqu'à présent, et on sait que vous avez que les grandes entreprises maritimes chinoises ont commencé à investir dans ce qu'ils appellent la digitalisation des ports, hein. C'est essentiellement le cas de la China Merchants à Djibouti ou à Lomé. Et donc, la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous avez déjà réfléchi, analysé cet aspect-là, ou pour l'instant, c'est quelque chose qui est encore à l'état de... euh, enfin, ce n'est pas encore quelque chose que vous ayez vu. Voilà, merci. Excellent. Merci beaucoup pour ces deux excellentes questions. En fait, alors pour la première question, absolument. Ce qu'on voit, c'est que, pardon, c'est qu'il y a clairement une asymétrie importante quand on compare un pays comme le Sénégal et un géant comme la Chine. Et ce qu'on voit souvent, c'est que ces grandes compagnies de la tech chinoise arrivent à avoir des négociations qui, in fine, avantagent plus ces compagnies-là que les pays qui les accueillent. Et ce qu'on n'a pas vu pour le moment, et ça c'est vraiment une recommandation que je donne souvent dans mes travaux, c'est d'essayer d'avoir plus de coordination régionale ou de coordination entre des blocs, donc par exemple la CEDEAO en Afrique de l'Ouest, ou même si ça ne va pas fort en ce moment, ou des blocs en Afrique de l'Est qui pourraient coordonner un peu une stratégie en ce qu'il s'agit de localisation de leurs données, de leur stratégie digitale, même en termes d'équipement, d'infrastructure et tout ça. Et ça pourrait permettre, on a vu ça un peu se passer en Asie du Sud, en Asie du Sud-Est en particulier, mais pour le moment en Afrique, on ne voit pas beaucoup ça. Et on espère vraiment, on en parle dans les discussions sur un marché africain uni, que l'aspect digital pourrait faire partie de ça. En fait, le meilleur exemple d'union de stratégie digitale, c'est vraiment l'Union européenne. Et l'Union européenne a réussi à travers ça à vraiment construire un marché uni qui permet vraiment de mieux négocier avec des géants de la tech comme Amazon, mais aussi avec des compagnies chinoises, même si elles sont en ce moment de plus en plus exclues du marché. Mais définitivement, c'est vraiment un point très important et avoir voilà, plus de coordination pour agrandir la capacité de négociation serait très, très importante. Bon, au Maghreb, malheureusement, il n'y a vraiment pas d'union, avec l'Égypte encore moins, mais clairement, dans le futur, une union africaine et un marché digital africain serait très intéressant pour les perspectives développementistes du continent. Après, pour la deuxième question, la question sur la digitalisation des ports, c'est une question cruciale. En fait, ce qui est très important dans ce secteur, c'est vraiment que c'est un secteur transversal. Donc, on ne parle pas juste du secteur du TIC comme un secteur tel, mais c'est un secteur qui va influencer d'autres secteurs comme voilà, les transports, bon, l'aéronautique, les ports, mais aussi l'éducation, la santé, l'énergie. C'est vraiment un secteur transversal. Quand il s'agit des ports, c'est clairement une question d'une grande importance stratégique. Là, de ce que j'ai lu, euh, même si je suis pas du tout, je ne me suis pas approfondie sur le sujet, c'est qu'on retombe un peu dans ce qu'on appelle les systèmes intégrés. Donc, souvent, quand une compagnie chinoise va construire une infrastructure, là, on peut penser au port de Chechel en Algérie, même si ça avance pas beaucoup. Il y aura des systèmes et une infrastructure digitale qui va venir accompagner le port.
en gros. Et cette infrastructure intégrée qui vient avec, souvent, enfin, dans les documents, le peu de documents que j'ai pu analyser, parce que comme vous le savez, c'est très dur de voir un peu les contrats avec les compagnies chinoises, la main et le contrôle restent vraiment sous la dominance du partenaire chinois. Et ça, c'est vraiment problématique en termes voilà, d'accès aux données, en termes de capacité à être informé sur ce qui se passe en temps réel. Et ça donne un avantage quand même considérable à la partie chinoise. Donc voilà, et souvent ces questions, je trouve que pour enfin, j'ai fait des entretiens avec des policy makers en Égypte et tout ça, c'est des questions qui restent marginalisées et je trouve qu'il serait grand temps de donner plus d'importance à ces questions-là. Merci. Xavier, vous auriez... Oui. Bah, tout d'abord, merci pour la présentation qui était effectivement riche et un peu courte peut-être pour tout le monde sur la partie algérienne et égyptienne, qui mériterait un autre séminaire, j'imagine, l'année prochaine peut-être. Pourquoi pas. Alors très rapidement, pour ne pas que vous soyez en retard après. Quelques questions. Alors déjà, je vais rebondir sur la remarque de Thierry qui m'a beaucoup intéressé, que j'avais noté aussi. Donc en fait, tout l'aspect logistique qui peut concerner les ports, mais pas que. Et ça me renvoie également à une autre question qui est peut-être un peu naïve, parce que comme Thierry, je ne suis pas du tout spécialiste. C'est le côté fermé des systèmes économiques ou des écosystèmes numériques chinois, mais pas que, Apple, est le premier d'entre eux. Et quand on voit que sur les terminaux chinois, par exemple, on va avoir des applications spécifiques, y compris bancaires, mobile, etc., qui vont être installées, on peut, enfin, c'est mon avis personnel et de non-connaisseur, mais on peut s'acheminer vers une forme d'extraversion finalement quasiment totale des applications, des systèmes, des services également qui sont intégrés dans les terminaux, mais pas que, qui sont gérés également par les grands groupes, Huawei, ZTE, Transsion et Alibaba par exemple. Et donc ces écosystèmes pourraient créer de nouvelles formes de dépendance ou des dépendances renouvelées en tout cas à l'égard du groupe chinois cette fois, public et privé et donc une extraversion qui se répéterait encore une fois en Afrique comme ailleurs, cette fois à l'égard de fait des éléments de TIC, de nouvelles technologies, etc. Donc ça, c'était plutôt une remarque qu'une question. Et après, effectivement, j'avais deux, trois questions plus précises. Alors déjà, je n'ai pas exactement compris ce que Huawei allait faire en Algérie, dans l'usine. Ils sont en train de monter. Si vous pouviez les développer rapidement. Et ensuite, il y a donc effectivement le domaine de la logistique qui est fondamental de mon point de vue. Et enfin, un domaine qui n'a pas trop été abordé, mais bon, tant manque aussi. Et puis, c'est peut-être pas directement le sujet de votre thèse. C'est le domaine militaro-civil, un peu ce qu'on pourrait résumer par fusion militaro-civile, avec des systèmes effectivement autoritaires. Ça rejoint peut-être la question également d'Adèle Abdezac dans le chat là. Donc, cette fusion un petit peu avec des systèmes autoritaires entre militaires et civils. Et donc, bah, forcément, quand on voit les villes, comment dire, les smart cities, les villes intelligentes qui sont mises en place par Huawei ou ZTE en Afrique subsaharienne et peut-être du Nord, je suis pas assez au fait de l'Afrique du Nord, mais je sais qu'en Ouganda, évidemment, on a ce système-là, on a un petit peu le Kenya, évidemment, l'Afrique du Sud, et j'en passe. Et donc, est-ce qu'on retrouve finalement ces systèmes un peu ambivalents, quelque part, de notre point de vue occidental, pernicieux peut-être aussi, entre d'un côté technologie numérique, allouée aux civils, mais également dirigée par des militaires ou proches des militaires, le tout étant centralisé par des partis politiques qui sont non pas uniques, mais qui centralisent comme le pouvoir dans ces pays d'Afrique du Nord comme en Chine. Très bien, merci beaucoup pour ces super questions. Bon, je vais commencer par répondre avec dans l'ordre. Donc alors, l'idée de système intégré et de système fermé, ouais, c'est le concept de closed loop systems. L'une des grandes, des grandes inquiétudes avec cette présence croissante de la Chine, ça serait que des pays, des- ces pays-là en Afrique, mais aussi d'autres pays dans le sud global, passent d'un système digital qui est principalement dominé par de l'infrastructure occidentale et des softwares qui sont produits dans la Silicon Valley, en Californie ou ailleurs, vers des systèmes qui seraient des systèmes principalement chinois. Il y a des gens qui parlent de bifurcation d'écosystèmes. On aura des pays, par exemple, souvent les gens parlent des pays proches de la Chine, surtout au Vietnam,
la Thaïlande, mais aussi des pays plus petits qui sont proches de la Chine, qui auraient des écosystèmes numériques chinois, et d'autres pays qui auraient plutôt, comme en Europe ou ailleurs, des écosystèmes numériques occidentaux. Personnellement, pour le moment, je ne vois pas ça apparaître. En ayant fait bon, du terrain en Afrique du Nord, mais aussi un peu en Thaïlande et en Indonésie, pour des projets de recherche futurs, donc pas dans le cadre de ma thèse. Ce que je vois, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'interopérabilité. Donc, on trouve quand même que c'est commun de voir des softwares d'un pays travailler en même temps avec des hardware d'autres pays. Et il y a vraiment un mix technologique intéressant dans beaucoup de pays voilà, d'Afrique ou d'Asie ou d'Amérique latine. On se retrouve avec un mix entre le hardware, le software et tout. Les États-Unis dominent toujours clairement le secteur du software. Le fait qu'on parle là de la Chine et de la dominance de la Chine, c'est surtout en termes d'équipement dur, j'ai envie de dire, voilà, hardware, infrastructure. Mais personne, c'est commun de trouver quelqu'un en Afrique subsaharienne avec un téléphone Transsion, qui est la marque pas chère, enfin, c'est la marque de la téléphonie mobile chinoise, mais qui va utiliser Google, Facebook, Twitter et des géants de la tech américaine. Donc, moi, je pense qu'il est très peu probable, principalement pour des questions de faisabilité et des questions de coût, qu'on se retrouve avec des systèmes soit purement américains ou purement chinois. Et puis, ce qui est important, c'est vraiment les préférences des pays. Donc, souvent, pour des questions de coût, des questions de partenariat, on va voir qu'il y aura des contrats avec plusieurs manufacturiers et plusieurs équipementiers qui sont basés dans plusieurs pays. Après, juste pour arriver à la question sur les modèles de gouvernance et l'autoritarisme, et pour répondre aussi à la question de Adel Abdelrazak sur le chat, qui est un peu similaire à la tienne, Xavier. Faut pas tomber dans un modèle de déterminisme ou donner trop de force ou de puissance politique aux technologies. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'un pays utilise de la technologie chinoise et que la Chine est un pays autoritaire que ce pays va se retrouver à aussi devenir autoritaire. C'est-à-dire, on ne devrait pas donner trop de poids à la capacité de ces technologies-là à reproduire les modèles. Personnellement, ce que je vois, c'est que la Chine s'adapte et répond aux demandes des différents gouvernements en place. C'est-à-dire, la Chine peut intervenir dans une démocratie comme en Afrique, donc comme le Kenya par exemple, ou le Ghana, même le Sénégal jusqu'à peu. Et tout comme elle peut intervenir dans des pays très autoritaires comme l'Égypte, le Rwanda ou l'Ouganda en l'occurrence. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que les compagnies chinoises répondent vraiment à la demande. Il y a vraiment une réponse à la demande locale. Donc, si les gouvernants veulent des technologies de surveillance et des technologies pour traquer, des systèmes pour traquer les opposants, les journalistes et tout, on a des preuves que les compagnies chinoises ont assisté des dirigeants pour faire ça. Mais tout comme elles l'ont fait, mais tout comme des compagnies européennes l'ont fait par le passé. Donc, c'est pas une spécificité chinoise. Ou des compagnies américaines de surveillance ont aussi assisté à la surveillance voilà, de dissidents à travers le monde. Donc, je pense que vraiment, il faut donner de l'espace dans notre analyse à ce qui s'appelle agency. Agency des pays euh, qui collaborent avec la Chine. Et in fine, ces compagnies-là cherchent à faire du profit et elles s'adaptent à la demande des pays en place. Voilà. Pour parler brièvement de l'usine Alger, ce n'était pas le but de la présentation, mais c'est une usine qui existe depuis 2019. C'est une joint venture entre Huawei et une compagnie algérienne qui s'appelle Tech Future. Et en fait, le but, c'était de manufacturer localement les téléphones Huawei, dans le but de réduire la facture d'importation, mais aussi d'augmenter les capacités manufacturières de l'Algérie. Malheureusement, il y a eu un grand scandale par la suite, et bon, c'est pas juste par rapport à Huawei, mais on a réalisé que beaucoup de ces usines-là n'étaient en fait que des usines qui
s'occuper de faire vraiment le dernier stage, la dernière étape de l'assemblage. Et il n'y avait pas vraiment de valeur ajoutée. On ramenait des téléphones qui étaient pratiquement faits et on les collait juste à la fin dans cette usine qui est à Al-Harrach, qui est à Oued Semmar. Et d'ailleurs, le ministre de l'Industrie algérien à l'époque avait appelé ça de l'industrialisation fictive, enfin de l'importation fictive. Enfin, c'était toujours de l'importation, mais on faisait vraiment la dernière étape. Et j'ai fait des entretiens avec des gens qui travaillaient à l'usine qui m'ont expliqué que même les cartons dans lesquels les téléphones étaient emballés venaient de Chine. C'est-à-dire en termes d'intégration, on était à un niveau extrêmement bas. Il y avait peut-être 5% d'intégration. Il y avait la proposition de fabriquer des batteries des téléphones en Algérie et pour commencer cette espèce de remontée de filière, mais ça s'est pas fait parce que Huawei disait que l'écosystème algérien n'avait pas la capacité technique de fournir des batteries aux standards de Huawei et tout ça. Et donc, in fine, là, au moment où on parle, l'usine n'opère pas parce qu'il y a eu des conflits voilà, sur le taux d'intégration principalement, mais il y a des discussions pour la rouvrir prochainement. On va D'accord. profiter des dernières minutes qui restent pour passer la parole à Friedrich Catoire. Bien sûr. Voilà. J'avais une question. Je presse là, vous avez vu. Friedrich, monsieur l'ambassadeur. Oui, oui, oui. Ancien, ancien. Mais j'ai une question sur les relations publiques. Parce que moi, j'ai fait pendant 7 ans relations publiques. Mais là, c'était complètement libre. Et là, avec les questions chinoises, je vois de temps en temps qu'il y a des contraintes assez fortes d'éléments de langage et de sensibilité. C'est-à-dire, si moi j'aborde le droit maritime et la question des îles dans la euh, mer de Chine du Sud, là, je suis tout de suite pris par trois Chinois qui m'expliquent tous la même chose, etc. Là, quelle est l'importance euh, qu'on prend des griefs, des accusations, des peurs occidentales et quel est l'effort que la Chine fait dans ce sens et dans quelle mesure là on a vraiment des éléments de langage ou est-ce que c'est vraiment très diversifié? Donc, si je comprends bien, c'est par rapport aux éléments de langage de la Chine, dans leur PR dans la région. Moi, je pense que c'est un élément très important parce que, alors, le fait que la Chine soit probablement l'acteur qui défend le plus l'idée de la souveraineté en général, enfin, mais plus particulièrement la souveraineté digitale, parce que jusqu'à l'émergence de la Chine comme une tech superpower, il y avait vraiment le modèle américain qui parlait voilà, d'Internet comme ce grand espace libre et non gouverné. Et l'idée de la souveraineté dans le domaine numérique, par exemple, et les éléments de langage de la Chine dans cette sphère-là, je réponds par rapport à ce secteur, bien sûr, que je connais le mieux, euh, ont poussé plusieurs pays à penser, et ça c'est quelque chose qui est vraiment venu à travers mes entretiens, mais aussi en lisant la presse en général, qu'en ayant un partenariat avec la Chine dans le domaine du numérique, ces pays allaient pouvoir reproduire le modèle de la souveraineté. Parce que Pékin répète tout le temps, voilà, souveraineté et tout, digital, souveraineté numérique, dans toutes les institutions internationales, y compris les Nations Unies, le ITU et d'autres institutions. Et souvent, ça pousse beaucoup de pays à faire un lien, en fait, entre Huawei et réalisation de souveraineté numérique. Donc, on l'a vu beaucoup dans le cas sénégalais, euh, quand on voyait des interviews de Macky Sall à l'époque, qui disait que, voilà, avec ce partenariat avec Huawei, le Sénégal est en train d'assurer ou de travailler à garantir sa souveraineté numérique. Mais en fait, in fine, quand on voit voilà, avec plus de détails, c'est vraiment une localisation qui est juste territoriale. C'est-à-dire, au lieu que que ce serveur soit aux Pays-Bas, maintenant il est à Dakar. Mais en termes de voilà, processing capacity, la capacité de vraiment gérer, contrôler et analyser cette data,
les pays, beaucoup de pays sont encore un peu loin de ça. Et donc, moi, je pense qu'il y a un vrai risque qui est en fait vraiment lié au RP de la Chine. Et je le sais pour avoir moi-même travaillé dans les relations publiques. C'est que souvent, on associe un mot, un concept voilà, au développement ou à la souveraineté, mais ce n'est pas le cas. Et puis, in fine, en tant que chercheuse dans le développement et dans le développement numérique en particulier, je pense que c'est difficile de parler de souveraineté dans ce secteur si on n'a pas plus de capacités techniques et plus de contrôle sur l'infrastructure. Donc c'est vraiment important de commencer à penser plus sérieusement à l'émergence, même si ça doit se faire de manière régionale, de champions locaux, de compagnies qui arrivent vraiment à analyser et à extraire la valeur de la data africaine, au lieu de permettre à des intermédiaires de le faire. Merci. Non, moi, je parlais donc, quelquefois, il y a une hypersensibilité pour. Écoutez, Frédéric, Quand je dit, m'excuse, mais il est déjà c'est pas 10h30 très bien. C'est et juste que nous devons libérer Tine qui nous a dit que vous deviez vous absenter à partir de maintenant. Donc, je prive peut-être d'autres personnes de la parole, hein, mais en tout cas, je tenais au nom de nous tous à vous remercier énormément pour cet exposé parfait, tout à fait clair. Et dirons-nous que j'espère bientôt vous retrouver comme nous avons retrouvé Charlotte que j'ai invité. Et puis maintenant, on travaille régulièrement ensemble. Et j'espère que l'on pourra aussi faire quelque chose ensemble avec vous dans l'avenir. Et puis, je vous souhaite beaucoup de courage pour terminer votre thèse, parce que c'était une grosse opération. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'était un vrai plaisir et à la prochaine, j'espère. À très bientôt. Allez, au revoir, merci. À bientôt. Merci, au revoir. Merci Charlotte. À bientôt. Merci beaucoup aussi. Mais on aurait pu faire une table ronde à vous deux, là. Vous aviez beaucoup de choses à échanger ensemble. C'était très bien. C'était très bien. Merci pour l'invitation. Oui, vous êtes toujours la bienvenue. Et je n'ai même pas pu reporter la question d'Abderreza Kadel, que je salue au passage. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas, qu'on ne s'est pas rencontrés. Bien. Bon, écoutez, je vais maintenant produire l'enregistrement que vous allez pouvoir trouver en ligne. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.